Damien Bonne, bonjour. Bonjour. Merci déjà de nous recevoir pour ce premier épisode de l'Info de Trop, l'IDT. Je suis heureux de commencer avec vous. On va plonger dans vos souvenirs, dans votre vie. On va retracer beaucoup de grands moments de votre vie finalement, de votre carrière. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Oui. Première question, comment ça va? Dernièrement, Moustique vous a fait grandement plaisir. Oui, c'est des grands moments. Je peux pas aller mieux. C'est un début de meeting vraiment top. Votre premier groupe 1 en tant qu'entraîneur, on y reviendra un peu après, mais c'est quoi le sentiment quand on passe le poteau en tête? Un aboutissement du travail pour tout le monde, pour toute l'équipe. Bon, alors on va vraiment plonger un peu en profondeur dans Damien Bonne. Vous êtes né en janvier 1987, vous avez 38 ans. Au moment où on se parle, 1144 victoires au compteur. 422 victoires désormais grâce à Joshua PJ ce soir au moment où on se parle en tant qu'entraîneur. Vous êtes issu d'une famille modeste, 5 frères et sœurs, c'est ça, je me trompe pas? C'est ça. Comment se passe votre enfance? Damien Bonne, il est comment? Il vit dans quel environnement? Comment ça se passe? Très bien. On a manqué de rien. On était au top. On vivait. Mes parents avaient qu'une paye, mais ils faisaient avec. On était très heureux. Tous les frères et sœurs au boulot. Mon père nous a toujours éduqués à travailler, à se lever. Et puis voilà, on était heureux avec ce qu'on avait. Votre papa, au début, il travaille chez Monsieur Lefebvre, si je dis pas de bêtises? Oui, il a commencé là-bas chez Monsieur Lefebvre avec Saint-Martin-de-Mieux, là, dans les chevaux de sel, ouais. Rapidement, le lien que vous arrivez à tenir avec votre papa, c'est les chevaux, mais il y a surtout la chasse qui rapidement s'installe dans votre routine. Les dimanches à la chasse, ça se passe comment? Vous aimez ça? Comment votre papa il vous emmène dans ces moments-là? Comment ça se fait? Disons que j'ai connu la chasse avant les chevaux. D'accord. La chasse, à 5 ans, je pleurais pour y aller. Il m'interdisait parce que j'étais trop jeune. Ouais. Et puis à 6-7 ans, il ne pouvait plus me tenir, il m'a amené et puis c'était parti. Pour les passionnés, c'est une chasse comment? C'est de la battue? C'est un peu de la traque? Il y a des chiens? Ça se passe, c'est de la chasse à court? Nous, c'était la chasse sous terre. D'accord. Donc c'était Renard blaireau? Ouais, renard blaireau, le déterrage. On faisait que ça avec mes frangins et mon père et puis des amis. On faisait que ça tout le temps et il y avait de la demande. Ouais. C'est des dimanches qui restent gravés dans votre vie? Qui restent, vous oublierez jamais sûrement? Ah oui, ouais, c'était une passion. J'aime toujours ça. Mes enfants aiment ça. Je pense que ça se donne. On aime ça. Et en parallèle, les clubs hippiques, donc les chevaux. Ah oui, j'ai vite aimé les chevaux et puis j'avais 2-3 copains à l'école qui étaient dans le concours hippique. J'ai dit oh là là, faut que je m'y active pour essayer d'avoir le niveau, quoi. Ils m'ont vite inscrit, mes parents, à un club hippique à côté de chez moi, là, à Saint-Germain-le-Vasson. C'est tout de suite passé très bien avec Claudine et puis par contre c'est que ça coûtait cher le club hippique, donc j'avais réussi à m'arranger avec Claudine, la patronne. Je travaillais toute la journée, et puis du coup je me payais l'heure de... Ah oui, d'accord, donc Ouais. vous faisiez les box, vous faisiez... Ah oui, tout. Je travaillais toute la journée pour pouvoir me payer mon heure de cours. Les vacances, je restais là-bas. D'accord. Et du coup, ça coûtait... Mes parents ne pouvaient pas payer le club hippique à 5 enfants, on n'avait qu'une paye. J'ai toujours appris à me débrouiller. Mais vous avez des responsabilités très rapidement du coup, parce que j'imagine que pour payer son heure de cours, vous preniez les chevaux en main, vous allez chercher au paddock. Enfin, du coup, votre passion, elle naît là en fait. L'homme de cheval que vous êtes, ça arrive de là. Claudine était bien content de m'avoir. J'étais jeune, mais je faisais le boulot d'un gars. Ça fait un peu comme mes gamins quand ils sont en vacances, qu'ils viennent dans la cour. Et vous voyez, c'est des petits salariés. On savait tout faire, quoi. Donc, non, c'était une belle époque. J'étais content de faire ça. De toute façon, j'aimais ça. Ouais. En parallèle, votre papa, donc on dit Monsieur Lefebvre et puis le haras de l'Orne ensuite. Je crois qu'il a dû travailler 32 ou 33 ans au haras de l'Orne, je crois. D'accord. Il a commencé avec Mathias, Montgorger, et puis après il a fini avec la famille Caron. D'accord. À ce moment-là, Damien Bonne, c'est un enfant turbulent, c'est un enfant... Quel enfant étiez-vous? J'avais du gaz. J'étais bien que dehors.
Mais au Haradlorn, le problème, c'est que je voulais y aller souvent. Et puis, mon père, il était juste salarié au Haradlorn. Et c'était une grosse écurie, donc il ne pouvait pas m'y amener comme il voulait. Mais dès qu'il pouvait, surtout pour les gardes le week-end, il m'amenait parce que fallait mettre l'eau à la main là-bas au Haradlorn. C'était des grandes cours. Donc, je mettais l'eau avec le tracteur et la bâchole et on roulait. Donc ça veut dire que le week-end, il y avait le Haradlorn. Quand vous y allez, vous étiez comme un enfant, c'est le cas de le dire. Et il y avait la chasse le dimanche. C'était des week-ends… Le truc, c'est que mon père, quand il était de garde, évidemment, il n'y avait pas de chasse. Et on ne pouvait pas faire les deux, mais c'était soit au Hara, soit à la chasse. Rapidement, bon, vous grandissez. Il y a cette volonté en vous. Graigne. C'est l'école, c'est la FASEG, vous voyez que par Graigne. C'est vraiment un souhait. Oui, je voulais… c'est vraiment quand j'ai grandi puis que j'ai vu que je me sentais capable d'y arriver. J'adorais monter à cheval. J'ai demandé à mes parents d'aller à Graigne et puis ça a été une grosse responsabilité de leur part, c'est de me dire oui parce que ça coûtait Graigne. Et comme je vous dis, on n'avait pas beaucoup de sous. Et mon père, un soir, il m'a dit « Je veux bien, on va te payer Graigne ». Et puis comme ma soeur voulait y aller aussi, donc ils ont dit « On va vous payer Graigne, mais je vous garantis, vous n'avez pas intérêt de me décevoir ». Alors juste, j'ai eu du mal à retrouver le bon moment parce que vous êtes un enfant, un adolescent qui a le sommeil léger. Un soir de 2000, le téléphone sonne à la maison. C'est Joël allé au bout du fil et là, il y a une mauvaise nouvelle. Et je ne sais pas si ça arrive avant Graigne, à quel stade ça arrive, mais en tout cas… Si, ça arrive avant Graigne. D'accord. Si vous voulez, mon père est ami avec Joël depuis longtemps. Ils sont connus chez Monsieur Lefebvre. D'accord. Il a dit je prendrai ton gamin. Il n'y a pas de souci. Donc vous voyez bien, il dit ça peut-être 2-3 ans avant. Et sauf que quand Graigne arrive, je tombe en même temps que Mathieu Abrivard, qui est dans la classe au-dessus. Et si vous voulez, quand il reçoit les programmes, Joël sans doute, il doit voir que je tombe en même temps que Mathieu. Donc il appelle mon père. Il a dit désolé. J'ai promis à la famille Abrivard de prendre Mathieu, donc trouve un autre gars. Moi, j'entends ça de mon lit là-haut. Donc, je sais que mon père était très très déçu parce qu'à l'époque, si on n'allait pas chez Joël, on ne pouvait pas devenir jockey, quoi. Ah, c'était vraiment le point important, enfin, c'était ce qu'il fallait faire. Ouais. Et Joël, il a créé des jockeys. Et bien, tous les grands jockeys ont été là-bas, donc. Écoutez, c'était. Premier échec, on peut le caser on peut le mettre comme ça ou pas? On peut parler d'un premier échec? Oui, un petit peu. Ouais, ça m'avait fait… J'étais triste pour mes parents, surtout quand mon père a raccroché, il a dit c'était Joël, c'est foutu, il prend pas le gamin, il a dit oh là, il dit… Il m'avait déjà dit que ça allait être dur, nous, j'avais pas de nom. Lui, mon père, il connaissait le métier, il savait que pour devenir jockey, c'était pas comme ça, un claquement de doigts. Et puis on a dormi, puis après, il a fallu… On s'est débrouillé. Donc dans cette transition, vous arrivez à Graigne. Déjà, vous avez quelque part, vous n'avez plus rien à perdre. Il faut donner le meilleur de soi-même. Comment ça se passe, votre arrivée à Graigne? Comment vous vous acclimatez à ce nouveau milieu pour vous? Bien. Je me fais vite des copains. Il y avait une sacrée bonne équipe. À Graigne, il y avait Toto, David. Ouais. Plein de bons gars, des copains, plein de copains. Et puis c'est surtout… du coup, comme j'ai pas été chez Joël, j'ai quand même été chez Jean-Maurice. J'y allais avant d'aller à Graigne, j'allais déjà mes vacances scolaires. Après, quand j'ai grandi, après le concours hippique, j'allais chez Jean, qui était mon voisin. Ok. Et donc là, il me faisait trotter et tout, donc je savais que j'aimais ça. J'avais déjà un peu d'avance. Les premières fois que vous attelez, c'est chez M. Maurice? Je faisais que de monter à cheval. Que de monter à cheval? Ouais, que de monter à cheval, d'accord. Donc les premières vraies sensations des allures, c'est chez M. Maurice? Ah bah oui. Ah ça, ouais. Il m'a fait trotter, monter à bloc. Il était de bons conseils? Ah oui. Ouais. Surtout, oui, bons conseils et beaucoup de respect et grand travailleur. C'était quoi sa méthode? Lever tôt et travailler comme un acharné. Quelque part, on en parlera par la suite, mais ça vous a forgé, ça s'est resté en fait? Oui. De toute façon, de toute façon, si vous ne travaillez pas, ça ne peut pas aller. Je crois, de ce qu'on m'a dit en off, sinon j'aurais pas bien fait mon boulot, les cours, c'est pas trop ça. Les cours, les cahiers, c'est pas… Les cours d'école? Ouais, c'est pas ce que vous préférez, honnêtement. Pas du tout. Ouais. Je veux pas m'inventer, mais j'ai même pas eu le brevet des collèges. J'ai rien eu, j'avais la tête dehors. Et à Graigne, malheureusement, j'ai eu 73% du temps d'absence.
Ok. Parce que j'étais chez PM Motier à cette époque-là de mes examens. Ouais. Et ils voulaient pas que j'aille à l'école, ils voulaient que je reste au travail. Donc sur le coup, moi j'étais heureux. Sauf que quand je suis arrivé pour l'examen, ils m'ont refusé. Ok. Justement, vous m'avez un peu précédé, mais en fait, vous arrivez à Graignes et là, on vous met la référence entre les mains. Minou Goujon, qui à ce moment-là est un des meilleurs formateurs. 3 prix d'Amérique, 7 corneliers. J'imagine qu'il n'y a pas mieux pour apprendre. Ah ouais, on était extra avec Minou. Il nous a vraiment. On a été plusieurs générations à l'avoir, c'était top. C'est un régal qu'un homme comme ça nous ait appris à monter. Vraiment... Comment il était dans sa manière d'aborder les choses, de vous les apprendre, de vous transmettre? Déjà, on sentait qu'il nous aimait. Ok. Et puis nous, on était contents d'avoir des conseils. Que voulez-vous, c'est un crack qui vous apprend. On tendait grand l'oreille et on l'écoutait. Vous avez parlé de PM Motier parce que justement, un jour, il appelle Minou Goujon et il dit « j'ai besoin d'un jockey ». Et là, je pense qu'il a une petite shortlist quand même, mais vous n'êtes pas seul, mais c'est vous. Le truc, c'est que PM, on le connaît, on le connaissait. Hein, il appelait pas le directeur, il appelait Minou parce qu'il connaît bien Minou. Il a dit il me faut un gamin, trouve-moi un gamin, débrouille-toi. Et il dit j'en ai pas, il y en a qu'un, mais il est pris, il est chez Jean. Il dit Jean qui? Il dit Jean-Maurice. Il dit t'occupe pas, je l'appelle. Et quand il voulait quelque chose, il l'avait, il a appelé Jean. Et Jean, comme il n'avait pas une grosse écurie pour le meeting d'hiver, et il a été sympa, il a dit prends-le, franchement il vaut le coup. Ouais. Il dit par contre c'est avec le père qu'il va falloir voir ça parce que je suis pas sûr qu'il veuille qu'il monte à Paris. Et là j'en revenais pas, ils ont fait ça dans mon dos. Vous étiez au courant de rien? Non. En fait, Minou Goujon vous a jamais rien dit? Non, et c'est quand mon père a dit oui à tout le monde, et puis Minou m'a prévenu. Et puis en fait ça s'est fait vite, hein. Tout le monde était ok. Mon père, pas bête, et il a bien vu, si Minou il avait dit il faut aller chez PM, il a des chevaux de Paris et tout. C'était cool. C'était un petit peu un rattrapage de chez Joël, quoi. À votre avis, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi c'est vous qui ressort? À ce moment-là, déjà, qu'est-ce que bosseur, travailleur, c'est peut-être pour ça qu'on vient aussi vous chercher, qu'on vous recommande? Non, quand on est arrivé à Graignes, on était plusieurs à être à cheval. Hein. Vous voyez bien, il y avait Johan, Mathieu, Toto. Le truc, c'est qu'on monte des gamins. On est tout de suite mieux à cheval que certains qui arrivaient, qui montaient, vous voyez bien, ils saillaient les chevaux à l'envers, ils connaissaient rien. Ouais. Et nous, on était des gamins un peu qui avaient une dizaine d'années derrière nous de pratique, quoi. Vous faites ces 2 années, un peu plus de 2 ans chez PM Motier. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les grands moments de ces 2 années? Des grands moments. Encore merci à lui, il m'a donné une grande confiance. Il m'a appris un peu à tout faire. Il m'a pris un peu comme son gamin. Ok. C'était vraiment top. Au début, j'étais vraiment gamin à Grosbois, je dormais chez lui. Il vous a pris sous son aile? Mon premier couscous avec lui en sortant de Vincennes, après ma première victoire. J'ai une interdiction, donc je mange ça, j'aimais pas ça. Puis j'adorais, je connaissais rien. Ok. Il m'a appris la vie et il m'a fait gagner des courses. Il y a un cheval qui, à la volée, il y en a un qui ressort? Au Kerflo GD. Ouais. C'est vraiment un chic cheval, ouais. À vibrer? Ma première à vibrer, ouais, avec Kerflo, vous avez raison. Ouais. Super passage pour vous ces 2 années? Ah ouais. C'est Ouais. moment clé de la suite Oui, de votre carrière? parce que si PM me met pas en avant, d'un coup, je suis peut-être rien. C'est lui qui me faisait monter. J'étais apprenti, il me faisait monter en pro. Donc c'est top hein, quand vous êtes jeune. Donc c'est 2 années chez PM Motier. Vous avez un peu plus de 18 ans. Ça y est, vous êtes majeur, vacciné, c'est parti. Vous faites des passages chez Frédéric Pratt, Paul Viel, Thierry Ravejeau, Yves Dreux, Christian Bijon. À coup de 6 mois. Pourquoi ce choix-là? Disons que j'étais sur Grosbois quand PM est décédé et puis il fallait absolument que je trouve une place de salarié pour vivre. Hein. J'allais pas retourner chez mes parents et Frédéric Pratt est installé à Grosbois, là, juste à côté, là. Et il cherchait. Comme je pense qu'il avait vu que je montais un peu, il m'a pris direct. Il vous fait confiance, hein? Ah, il oui. vous met des chevaux. Ah oui, oui. C'est pas que pour le matin, entre guillemets. Ah non, je montais tous les matins des chevaux. Même il m'a fait progresser vachement. Hein. Je montais dur tous les matins. Je crois que j'ai rarement attelé chez lui aussi. Mais par contre, il m'a fait gagner des courses. Pareil avec des chevaux compliqués.
Mais après, brider un cheval, c'est quand même quelqu'un qui sait mettre les chevaux extra. Ok. Parmi ces passages, est-ce qu'il y a, je dis pas qu'il faut dire que c'était mieux ailleurs ou mieux avant ou mieux après, est-ce qu'il y a quand même une méthode qui vous plaît plus qu'une autre? Un entraîneur qui vous met plus en avant? Ou c'est vraiment, vous prenez le bon à chaque fois, à chaque passage? Ouais, franchement, j'ai pris le bon à chaque passage, hein. J'ai été que chez des bons patrons. J'ai adoré à chaque fois où j'ai été. Maintenant, quand j'y pense, tout le monde a sa méthode, mais j'ai été que chez des cracks entraîneurs, hein. Vous pouvez les prendre un par un, c'est que des bons. Ils ont chacun leur façon d'entraîner, donc je pense que ça a été important pour moi. Moi, la question que je me pose, c'est parce qu'on connaît la concurrence de ce milieu. Aujourd'hui, c'est des gens avec qui vous entendez encore bien? Chez tous ceux chez qui vous êtes passé? Ah oui, avec tout le monde. Ouais. Ah oui, oui. Là, j'ai gagné groupe 1, j'ai eu le message Frédéric Pratt, Y n'en parlons pas, ni mon beau-père. Évidemment. Paul m'a appelé. Non, c'est top. C'est que là, il y a quand même un sentiment du devoir accompli pour eux aussi, quand même, de vous avoir eu entre leurs mains, quelque part. Bah oui, sans doute. Et puis bon, je pense que j'ai laissé des... Ils ont vu que j'étais sérieux et travailleur. Après, j'avais mon caractère, hein, là aussi. Ils me connaissent aussi un peu pour ça, mais je suis resté toujours bien avec eux. Là, si on fait un petit point dans le temps, on est début 2000, vous faites une rencontre marquante pour vous. C'est Audrey Bijon, que vous rencontrez à Grosbois. Comment vous vous souvenez de cette première rencontre? Comment ça s'est fait? Qui a fait le premier pas? Le pourquoi du comment? Le schmilblick? Moi, je m'en souviens bien. Je l'avais repéré depuis longtemps. C'est vrai? En amont sur des hippodromes, comme ça? Non, bah oui. Puis après, on est jeunes. Et puis, vous vous dites c'est pas possible. Et puis, bah, à force de sortir entre jeunes, on s'est rencontrés. Puis... Et ça a matché? Bon, exactement. Vous aviez dessus que c'était la bonne, sans mauvais jeu de mots? Ouais. Le papa, ça ne reste que, entre guillemets, Christian Bijon. Comment vous vivez ça? C'était plus dur pour lui. C'est vrai? Petite parenthèse, pour l'avoir vu tout à l'heure avant l'interview, alors je sais pas à quel moment sortira l'interview, mais il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Ah, c'était quand même quelqu'un de fêtard. » Ah oui. C'était quand même quelqu'un de fêtard. Bon, si vous voulez, on était une sacrée bande de copains. Et oui, on essayait de fêter ça comme des jeunes ados. Parce que si vous voulez, on a un métier dur. On va aux courses, on bosse depuis tout jeune. Et si vous... C'est peut-être pour ça que en fait, j'étais un peu mieux chez PM que chez Joël Allais, parce qu'il aurait voulu me faire coucher à 20h le soir, ça aurait pas collé. C'était pas possible. Ça aurait pas été. Et donc, vous travaillez pour Christian. À ce moment-là, James Le Bouteiller part. Quelque part, ça se met bien pour vous, en fait. Vous le remplacez, on vous retrouve associé à des chevaux comme Paris au Fort, comme Saphir au Fort. Comment vous vivez ce tremplin-là? Alors, je mets de côté le beau-père. Comment ça se passe le matin dans la cour? Nouvelle méthode, bon, vous le connaissiez déjà, mais comment vous vivez ça? Ah, franchement, on a fait des super années, hein. J'étais jeune, mais lui, Christian, avait beaucoup de chevaux d'attelage à amener. Donc, il s'est occupé beaucoup de ses chevaux à lui. Et à cette époque-là, il avait beaucoup de chevaux montés. Donc, limite, j'avais carte blanche avec les chevaux montés. Et il y en avait pas mal, et puis on gagnait des courses, donc c'était top, hein. Quelque part, ce que j'ai un peu loupé, c'est qu'il y a un moment où vous êtes sûrement derrière votre écran ou à l'hippodrome et vous dites non, là, c'est ce qu'il fait là, je veux aussi le vivre. C'est Eric Raffin en 2003, avec Joie d'amour, qui gagne son premier cornelier. Et là, vous dites moi aussi. Ah bah ça, c'était oui, bien avant. C'était bien avant du coup. C'était bien avant, mais j'avais demandé Equidia à mes parents, si on n'avait pas Equidia, comme on allait à la chasse tout le temps, et j'avais demandé Equidia à Noël, que j'ai eu. Et le premier cornulier, c'était Eric avec Joyau d'amour. Donc quand même un cheval que mon père a débourré et entraîné. Ouais. Et il a toujours dit à Jacques Provost, quand il l'a mis à Jacques, ça allait pas, c'est un peu un cheval monté, vous voyez bien. Il l'a renvoyé du côté de mon père, il a dit « T'occupe pas, ça va venir, il a un gros moteur ». Et puis après, Jacques l'a repris, il a fait Joyau d'amour. Mais donc moi, quand j'ai vu ça, gamin, j'étais un peu content du travail de mon père. Et je vois Eric, j'étais loin de penser que ça allait être un ami un jour. Je veux le voir gagner, j'ai dit, moi aussi, je veux être jockey. Je savais que je voulais être jockey, mais
Quand vous voyez ça là, au début. Ça part vraiment de là. Là, ouais. ça, ouais. ça alourdit encore plus votre choix. Oui. Vous êtes sûr. Mmh. On rattrape un peu dans le temps. On passe en 2007, le 9 novembre. J'imagine que ça vous évoque quelque chose. 2007, non, alors moi les dates. 50e et 51e. Ah oui. Vous passez professionnel. Ah oui, Le même jour, c'est doublé. doublé, oui. Otimo du Closet, attelé, et Kershing monté, ouais. Ouais. Ouais, c'était une belle soirée. Des grands moments, comment vous avez vécu ce passage en pro? Bah oui, ça vous met en confiance, et puis c'est exceptionnel. Hein. Et puis je vous dis, Christian avait une super écurie, puis après en fait, c'est ce que je dis, maintenant il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent, qui gagnent plus de courses quand ils passent pro, mais je pense qu'il faut travailler dans une écurie, Vous pouvez pas attendre, ils veulent tous être jockeys maintenant et attendre que les gars appellent. Moi j'ai toujours été dans une écurie. Vous pensez qu'ils sont trop impatients aujourd'hui? Si vous voulez, ils voudraient tous avoir un agent et être crack jockey. À un moment donné, il va bien falloir des gars dans les écuries et des entraîneurs. Faire le travail. Les chevaux, faut les monter, faut les former, faut qualifier les poulains. Moi j'ai dit ça, ils m'ont demandé un jour, là, une réunion, j'ai dit ce que je pensais, mais bon. Moi j'étais bien content d'être chez Christian et il a continué après à me faire monter, et puis il faut avoir une écurie derrière vous, sinon vous êtes mort. Hein. Quelque part, je ne vais pas dire que c'est contradictoire ce que vous dites, parce que vous parlez de l'impatience de certains jeunes jockeys, mais vous, par contre, vous êtes très précoce dans le sens où vous voulez vous installer. Il y a cette volonté de dire je vais faire mon travail, mon boulot pour moi. Vous êtes encore chez Beau-Papa, chez Christian, et vous arrivez, par je ne sais pas quel biais, mais vous allez nous l'expliquer, à louer des chevaux à Jean-Michel Bazir et à Yves Dreux. Que vous entraînez le midi comme ça, il faut me raconter ce passage-là. Comment vous arrivez à garder des box chez Christian en lui disant attends, j'essaie de me faire la main, tout en gardant lui ce qui vous met sous la main. Comment vous gérez ça? Expliquez-nous. Je travaillais encore chez mes beaux-parents et puis j'ai toujours eu ça dans le sang de repérer des chevaux, de les demander. Donc mon premier que j'ai demandé, c'est quand même un JMB que je connaissais pas. Alors comment ça se passe? Je courais la course moi avec Kershing à Caen et moi je suis dernier et lui il est avant-dernier, on montait à l'ancienne. Et moi je m'en vais pour travailler le mien, je savais qu'il gazait sec quand même Kershing, je dis je vais le travailler et on va voir. Et lui Jean-Michel il me remet 30 mètres dans la ligne droite, je dis il gaze son cheval, il avait 0 de gain, que des dailles. Je lui dis un gars comme lui il va sûrement pas le garder, donc au retour je l'ai appelé. Et puis ça s'est fait comme ça. Il me l'a loué, sauf que j'étais encore salarié chez Christian, donc j'ai demandé un petit paddock. Il m'a prêté, il nous a aidés, hein, et j'allais l'entraîner le midi. Et le midi, lui, il mangeait avec Audrey, et puis il voyait bien, il disait, il gaze son cheval quand même. Et quand je revenais pour manger en 5 minutes, je disais, là, je vais les mettre droit. Et il gagnait. Et ça vous a apporté raison? Vous avez ça nous a permis de mettre un peu d'argent de côté, me payer mes premiers matériels, et puis c'est parti comme ça. Yves Dreux joue le jeu aussi. Ouais, Y, il m'a loué Old Dominion, qui voulait plus. Comment ça se passe? Parce que j'imagine, vous, Yves Dreux, vous l'avez pas vu en piste en lui disant celui-là, il gage, je vais le voir après. Je travaillais chez lui, chez Y. Ouais. Et quand Y, il a ses principes et Old Dominion, il en voulait plus. Moi, je le montais, je lui disais, faut le mettre comme ça. Non. Et puis, tu le veux? Pars avec. Je suis rentré avec à pied. Okay. Pas de box. J'ai demandé un box à William Bijon, qui était chez son père, chez JL. Ok. Je l'ai mis là, puis je l'entraînais le midi aussi, puis on a gagné quelques courses comme ça. On en reparlera un peu plus tard d'Yves Dreux, justement, ça me fait penser à une petite histoire qui revient un peu dans le présent. Et puis donc vous passez, ces chevaux-là sont sous l'entraînement de Christian Bijon. Et Audrey vous dit, Damien, on attend un peu avant de s'installer, mais par contre vous voulez à votre nom, et vous passez vos stages d'entraîneur avec Jean-William Allais. Comment ça se passe là aussi? Vous apprenez. Honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe un stage d'entraîneur. Si vous pouvez nous expliquer. Le stage d'entraîneur, c'était à Grosbois. Et pareil, à Grosbois, j'avais monté une dizaine de chevaux dans les box à Marcel Bercuis. D'accord. Et j'allais, pendant les pauses, je les entraînais pendant les pauses et le soir. Parce que je savais que j'allais m'installer, moi, dans la foulée. Et sauf que des mauvais chevaux. Donc, tous nuls. Non. J'ai perdu mon temps, que des mauvais chevaux. Mais bon, fallait bien que j'essaye. Quoi dire d'autre? Puis j'ai fait la rencontre de Jean-William, c'est vrai, il était au stage avec moi.
Et donc, quand je suis revenu du stage à 9h le matin, j'avais plus un cheval entraîné, j'en avais plus. J'ai pris le catalogue des entraîneurs et je les ai appelés, pas tous. Oui, mais vous avez pris le temps de... Tous ceux que je connaissais, je les ai appelés un par un. Vous n'avez pas des chevaux à louer dans le champ de la mort, de tout. Et Jean-William, je l'appelle. Donc là, vous partez de zéro, hein, vraiment. Ah oui. Ah bah oui. Et là, Jean-William me dit attends, je vais voir avec mon père. Il y en a une, je crois qu'il en veut plus là. Puis on n'a pas de jockey et c'était une sacrée jument. Comment elle s'appelle? Singapour. 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 Ah ouais. Vous êtes officiellement entraîneur à 23 ans. Votre première année, elle est mortelle. Elle est au-delà de vos espérances en termes de résultats. Vous pouvez nous la raconter un peu, comment ça se passe? On se dit dans votre tête que ça y est, c'est le travail paye? Non, justement, moi je sais que c'était limite un peu gênant parce que je savais que ça allait... Faire parler? Bah oui, parce que vous vous installez, vous êtes gamin, vous gagnez plein de courses. Je voyais bien que vous êtes regardé un peu bizarrement. Mais le truc, c'est que j'avais des super chevaux. Hein. Des Royal Pierre, Singapour, Saint-Cyr-Barbet, des top chevaux. Quand j'y repense, quand vous avez des top chevaux, vous gagnez. Vous êtes nostalgique un peu de ce temps-là? Vous y repensez un peu? Ah ouais. Ah bah, c'était incroyable. On était que moi et Audrey à Grosbois. On avait loué notre première cour à Grosbois, 12 box. On avait gagné, je crois, 15 courses en plein meeting d'hiver. C'est la cour que vous partagez avec Franck Nivard? Ah non. J'avais repris une petite cour là-haut. C'était l'ancienne à Franck Leblanc. D'accord. Niveau de la temporalité, je sais pas trop où on est, mais le grand-père d'Audrey arrête l'activité et Christian ne reprend pas et rapidement, c'est vers vous que le bébé retombe entre guillemets, c'est ça? Bah si vous voulez, quand j'ai pris la décision de m'installer, la ferme où on est avec Audrey, c'était un peu pour Christian et Régine et puis on s'est tous mis d'accord. Ça a été un bien pour nous. Quand ils m'ont dit oui, qu'on pouvait aller là-bas, là, c'était extraordinaire. C'est un endroit où il n'y a pas de voisins, c'est une petite ferme sympathique et il y avait un gros potentiel à... Puis juste collé... Vous êtes de suite projeté, vous êtes dit c'est très bien. C'était de l'autre côté des pistes à Christian, donc je venais à cheval, c'est collé, hein, si vous voulez, c'est collé au fort, donc on pouvait pas être mieux. Dans les années qui suivent, en 2011, vous qualifiez un cheval 17 effractions à mêlée. Ça vous dit quelque chose? Qui est gagnant à Vincennes lors de sa 5e sortie. C'est un cheval qui va marquer quelque chose chez vous. Hein. Winsitter Hermitage. Lui-même. Ce cheval, il a une place immense. Bah oui, c'est mon premier top cheval. Et ouais, il a vraiment compté pour le début de ma carrière, ce petit cheval-là. Histoire aussi magique que tragique. Bah oui. Aussitôt sa seconde place dans le groupe 1, on l'a retrouvé mort dans le box, inexplicable, il s'est étouffé, ça fait bouchon, hémorragie dans la trachée. C'est des traces qui restent. Bah oui. Premier semi-classique avec David Thomas, l'histoire est que belle. Que belle, et puis vous voyez bien que vous travaillez avec des chevaux et comme quoi que première balle, malheureusement, il faut rebondir, faut pas rester là-dessus. Mais... Avec un cheval qui est second du président. Ah, puis surtout qu'il était gentil comme tout. C'était quoi sa principale qualité? C'était peut-être celle-là ou... De la classe. Ouais. Et brave. Et dur. Et un bon cheval, quoi. Les vrais. Et à ce moment-là, vous êtes... on va dire vous êtes vieux maintenant, hein, mais vous êtes encore très jeune. C'est avec ces chevaux-là qu'on apprend encore plus vite, non? Ou ça vous propulse encore un peu plus? Enfin, ça vous aide autant en piste qu'en dehors? Des chevaux comme ça? Ah bah oui. Puis ça vous donne un peu d'assurance. Mais je pense que la base, c'est de... Je savais que j'avais un bon cheval dès les qualifs, c'est que j'ai appris chez mes patrons à... Je pense qu'il faut avoir la base de... savoir si vous avez un bon ou un mauvais, je pense. Ouais. Et ça encore aujourd'hui, c'est... Je me suis toujours dit, le jour que j'ai plus la base à voir si j'ai pas un bon cheval, j'arrêterai. Peut-être que dans la vie hier, je vais plus l'avoir, je pense. Hein. Quand vous vieillissez. Mais là, j'aime bien voir les capacités. Et celui-là, il était dur. Dur. Vous l'avez su de suite? Ouais. De votre côté, bon, vous relevez de cet échec. Vous continuez à vous faire un nom. Et je me suis un peu renseigné parce que moi-même, étant pas dans les courses à ce moment-là,
de comment vous êtes perçu, comment les gens vous voient. Et en fait, très rapidement, on m'a dit que vous aviez cette étiquette de déjà des chevaux montés et des chevaux compliqués. Donc les gens font appel à vous et reconnaissent en vous un certain talent pour remettre les chevaux ou pour les mettre. Oui. Après, ça a été une étiquette que j'ai aimée et pas trop aimée parce que D'accord. c'est sûr, si vous montez un cheval compliqué qui a de gros potentiel, ça va bien aller, mais on m'appelait pour des chevaux compliqués. Ouais, vous avez eu de la carne, vous en avez eu à j'ai tour dit de à un bras. moment donné, j'ai dit là, faut arrêter. J'ai dit l'étiquette. Non, j'y arrive aussi avec les bons gentils. Rêvez pas. 2015, superbe année. Mm. Un étrier d'argent juste ici. Mm. Le sentiment du devoir accompli. Parce que si on se replonge un dimanche à la chasse avec votre papa, il est loin l'étrier. Hein. Ouais, c'était un sacré moment d'inviter mes parents au gala du trot. Ouais. Un de mes plus beaux moments dans ma carrière. 2015, le gala. Ah ouais. Et quand je dis à mes parents, vous montez à Paris et vous mettez le costume parce que je suis sur le podium, c'est vraiment une belle récompense. Vous vous souvenez du moment où vous leur avez annoncé? Mm. Là, il n'y a pas plus beau comme cadeau. Ouais, c'est énorme. Ouais, franchement, un de mes meilleurs moments. 2015, 2017, pardon, discours joyeux. Là, on tombe sur un super cheval. Alors, il y avait eu Vanishing en 2012, hein. On n'oublie pas. 3 groupes 1, c'est un cheval qui, là aussi, vous propulse, hein, Vanishing. Oui. C'est le top du top. Vanishing m'a propulsé sur ma carrière montée pour gagner les groupes et avec une telle assurance parce que c'était vraiment un crack. Dès au hit, j'ai vu que je montais un crack, donc là c'est gros de pression, mais par contre j'étais sûr de mon cheval. Parce que je vois très bien à quel moment vous faites référence, parce que vous revenez du vestiaire après le hit et vous dites un peu à tout le monde, attention. Là, il y a si vous quelqu'un. voulez, quand vous montez les poulains, on revient tous au vestiaire et on demande les hits, vous voyez bien. Et là, Garat avait déjà dit, Eric, je te préviens, ce Eric était à même de le monter. Et puis il avait promis à Frédéric Prat de monter le sien. Ouais. Donc tant mieux, ça m'a donné le pouvoir de monter Vanishing. Et là, quand j'ai fait le hit, tout comme Sébastien avait dit, Alors un engin. Un engin. Ouais. Moteurement parlant. Ouais, top. Top. Deux moteurs dans la panse. Facile. Il avait tout bien. Ouais, Pas de mauvais points. Ouais. Un gentil cheval. Qui vous propulse, 3 groupes 1, je l'ai dit. Discours joyeux, ensuite, dans ces grands chevaux qui ont marqué un peu votre carrière, avec ce prix de sélection. Ouais, c'était superbe beau. course. Un meeting en demi-teinte et puis le dernier jour du meeting, vous gagnez un groupe 1 sans vous y attendre parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. C'était pas la première chance au papier. Si Cara William n'a pas le garde-boue au travers de la roue, je gagne jamais. Ouais. Mais dans les courses, la preuve, il faut les courir. Chanceux, un petit cheval quand même qui avait un coup de jarret terrible, je gagne. Premier groupe 1 attelé. 2018, on y est 8 novembre. Vous découvrez Delia du Pomereux. Vous y êtes associé pour sa première fois avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette première rencontre? Je me rappelle, je revenais de Ligny-Rambéry ce jour-là. J'étais avec Audrey, puis coup de fil de Sylvain Roger. Je vois bien, j'ai le numéro à Sylvain. Il me dit veux-tu mener Delia? Ce Francky t'est réservé, je crois que sur Bold Eagle, non? Bold Eagle, exactement. Ouais, Bold Eagle. Ouais. Donc j'étais ravi évidemment quand vous êtes associé à des phénomènes comme ça. Juste avant le meeting, c'était top. Sylvain Roger, que vous connaissez déjà, J'ai toujours drivé et monté pour Sylvain. Il m'a même fait monter, je crois, mon premier cornouiller d'ailleurs. Avec Delia, première fois, c'est le prix Marcel Laurent, 19 sur 2100. Il peut pas y avoir mieux comme première rencontre. Bah oui. Et... Non, c'était une sacrée jument. Derrière, deuxième du Bretagne, qualifié pour l'Amérique. Vous êtes battu par, excusez-moi, juste Davidson Dupont, la perf est quand même très très bonne. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, quand pour la première rencontre vous gagnez, la deuxième, dans le prix de Bretagne, vous qualifiez? Comment vous vous projetez dans un futur qui est finalement très proche
en vue du Prix d'Amérique? Comment vous voyez votre hiver avec Delia? Bah, c'est sûr, après ces 2 courses-là, vous voyez confiant. Mhm. Mais moi qui allais régulièrement trotter la jument à l'époque, à Grosbois, là, il y avait Jean-Luc qui était là, le gars de Sylvain. Malheureusement, la jument, elle est tombée malade. Et moi, dès que j'ai vu qu'elle était malade, à ce niveau-là, Ouais. ça pardonne pas. Donc intérieurement, je savais que c'était foutu. Entre-temps, vous gagnez le Bourbonnais. Vous battez Bélina Josselin. Le ténor disqualifié. Le Belgique ferré sans trop d'ambition avant coup. Et vous le dites, bon, l'Amérique c'était déjà un peu compromis. Choses qui ont eu du mal à être comprises par l'entourage. Bah, disons que oui. Bah, Monsieur Lolic, il est comme il est. Hein, comme il m'a dit, hein, je te dois rien, mais il aime pas perdre. J'ai bien vu quand on a commencé à perdre, c'était un peu de ma faute. Mais pour gagner, il faut savoir perdre. C'est un peu Oui, mais peut-être qu'ils arrivent à un âge où ils veulent pas perdre. Mais bon, que voulez-vous? Donc il a plus voulu de moi. C'est comme Ça s'est fait du jour au lendemain? Ouais. Comment vous l'apprenez en fait? Il y a ce coup de téléphone où il vous dit je vous dois rien. Non, c'est moi qui l'ai appelé. C'est vous qui l'avez appelé? Quand j'ai su qu'il me désoclait et personne ne m'avait prévenu, donc je l'ai appelé moi. Ouais. Et là, il me dit écoute, mon petit père, je te dois pas d'argent. J'ai dit non. Et là, il me dit il y en a que 2 pour gagner les groupes 1, c'est Jean-Michel Bazir et Franck Niva. Et là, vous raccrochez et vous pleurez. Là, c'est une autre fracture. Mais je le remercie. Au fond de moi, il m'a endurci. Il m'a endurci. Les défaites d'hier sont les victoires d'aujourd'hui. On revient un peu là-dessus. Ça vous a construit. C'est des moments durs. Parce que vous me disiez en off, on va rien cacher, c'est que vous avez votre père au téléphone et papa, je vais pas m'en remettre. On est un peu là-dessus. Ah, j'ai mis du temps à m'en remettre. Hein. Puis quand d'un coup, et puis du coup, bah, quand je menais plus pour Sylvain, je me menais plein. Hein. J'ai gagné plein de courses dans l'hiver pour Sylvain et Monsieur Lolic. Et du jour au lendemain, ils vous mettent plus, bah, ils vous voient plus, les gars. Puis je crois que c'est une boule de neige. Hein, quand vous faites une mauvaise drive, ils se mettent tous en accord. Je crois que vous drivez plus du tout. Hein. Donc ouais. Je me suis dit, aïe, bah, en fait, faut que j'arrête, je suis plus bon, quoi. Ah, c'est même plus de la remise en question. Vous vous voyez plus bas que terre. Bah, plus de drive et plus rien dans mes box à entraîner, ça fait beaucoup. Hein. J'ai mis du temps à me remettre debout et heureusement que j'avais ma femme, Audrey, mes parents. J'allais venir. Quelle importance à ce moment-là, Audrey, elle a pour vous, votre famille, le noyau? Elle me dit toujours, regarde, prends exemple sur mon père, regarde, c'est pour ça qu'il n'a jamais eu trop de propriétaires, c'est des coups durs. En fait, le problème, c'est que quand vous êtes propriétaire, il a le droit, monsieur Loïc, ce qu'il a fait, et ils le font tous. Hein. Et sauf que quand ça vous arrive, vous prenez dur. Cette période, elle est vraiment dure. Vous l'avez rapidement dit, mais si on va dans le détail, bon, on perd Delia. Écurie malade à ce moment-là, plus dans la foulée, le Covid. À ce moment-là, les mauvaises perfs s'enchaînent. Vous décidez de repartir à zéro. À ce moment-là, il n'y a plus que votre femme et vous dans le navire et vous faites le boulot à 2 dans l'écurie. Et vous faites un choix, une grosse décision, c'est que vous décidez de partir dans le sud-ouest pendant 1 mois. Vous partez 1 mois dans le sud-ouest, vous dites au revoir à tout le monde. Et à ce moment-là, je suis un peu long sur ma phrase, mais la famille Terry, ils sont au complet et il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous dit oui et qui vide un bounce. Et cette personne-là, elle est très importante. Ça s'est pas fait exactement comme ça. Racontez-nous. C'est 10 chevaux que j'avais gardés et que j'ai nourris tout l'hiver pour Patrick Terry, que j'ai toujours mis des chevaux. Et je les ai donc nourris, pré-entraînés et tout. Et au moment que j'y envoie, il les a gardés 8 jours, il me les ramène, il me dit « Tu m'excuseras, j'ai plus de gars et tout, je te les prends plus. » Ah là, j'ai dit là, je peux pas, les 10 chevaux étaient prêts à aller là-bas. Et moi, j'avais plus rien amené, plus rien dans les box. J'ai dit à Audrey, réserve une maison. Et puis j'ai surtout eu la main tendue de mon ami Yannick Henry. Il m'a dit « Viens chez moi, j'ai un barn de vide. » J'ai dit « On fait feu, je viens. » Et je vais y aller et je vais les courir moi-même. J'avais nourri et préparé les chevaux, vous voyez bien ce que je veux dire. Ah oui. Et puis on a fait la découverte du sud-ouest où on a été reçus. Il y a un peu d'insouciance à ce moment-là quand même, hein, de se dire on y va. Oui. Et est-ce que quelque part il y avait pas le choix? Enfin,
il fallait le tenter, il fallait le faire et vous l'avez fait. J'avais rien dans les box, plus de gars, j'avais 12-13 chevaux pour aller gagner dans le sud. Faut y aller. Hein. Et alors comment ça se passe pendant ce mois-là? Extra. Ouais. J'ai pris un transporteur, on a loué une maison, on est arrivé là-bas, Yannick nous a reçus. Ouais. Et aussitôt, maintenant la première réunion, je crois, 400 partants, 400 die, 0 de gain. Là, c'était un peu... Ah ouais, vous commencez mal l'histoire. Et là, Yannick m'a dit, calme-toi, ça va être long, détends-toi et tout. Et puis après, j'ai entraîné mes chevaux sur la piste là-bas chez Yannick et puis on a commencé à gagner quelques courses et c'était top. Parmi, Yannick, j'imagine du coup il a une place très importante pour vous, naturellement. Parmi ces personnes-là, on va reparler de lui, c'est Jean-Michel Bazir qui, pour vous sortir un peu la tête de l'eau aussi, va jouer le jeu et va vous mettre entre les mains Fulton. Ah oui, après... Ouais, là il y a un petit laps de temps bien évidemment, mais il fait partie de ceux qui vous ont aidé. Ouais, fin d'été, quand vous voyez l'appel JMB, t'as rien et il te fait monter Fulton, ça fait plaisir. C'est lui qui vous appelle? Ah ouais, lui-même. Donc il a un œil sur vous et il voit la situation, il la connaît? Il m'a toujours fait... Non, c'est pas ça, Non. je pense qu'il m'a toujours fait monter, mais en 3 ou 4e, je pense qu'Alex et Eric avaient rien. Et je pense qu'aujourd'hui, même si n'importe quel cheval, si Alex et Eric sont pris, je sais qu'il me demandera. Et là, c'est Fulton, je sais pas, les gars devaient être pris, puis tac, impeccable. On l'a vu encore ce soir, c'est un cheval qui perdure et qui continue à vous mettre un peu en avant aussi. Bah oui, Parce oui. qu'il court de belles courses. Non, c'est des chevaux extraordinaires, coriaces, durs, et qui m'a permis d'être au haut niveau depuis quand même maintenant 2-3 ans avec lui, quoi. C'est top. Dans cette bulle, des gens qui vous tendent la main, Sébastien Garato, qui malgré tout vous met Jewel Candlefac chez vous. Ouais, non, ça me fait penser, vous dites Sébastien, il y a surtout Sébastien Arnaud aussi qui m'a fait monter. Ah oui? Virgios du Ah bah Mazda, oui, c'était forcément, un ouais. top cheval. Non, j'ai eu la chance de monter pour des sacrés bons entraîneurs. C'est des gens que vous voyez, que vous côtoyez tout au long de l'année. Ah ouais, c'est des amis. Quand vous les voyez, voilà, vous savez tout ce qui s'est passé, ça reste, c'est des liens qui meurent jamais. Quand vous montez des chevaux qui prennent 700-800 000, ça reste gravé dans la mémoire. Hein. C'est obligé. Hein. Virjous, gagner le prix de Londres, il y en a qui ne le gagneront jamais. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de monter ces chevaux-là et c'est exceptionnel. Dans cette partie un peu montante où vous ressortez la tête de l'eau, y a Dynasty PJ qui, elle, revient et qui franchit les paliers et qui, d'un coup, explose. Elle finit sa carrière avec quasiment 500 000 sur le compte. Vous lui devez beaucoup aussi, j'imagine. Ah bah oui. Bah oui, je l'avais monté pouliche pour Julien Dubois. Et j'avais dit, attention, t'as une drôle de jument là. Et puis 1 an après, il m'a dit, prends-la, je te la loue, parce que c'était quand même une petite teigne et attelée, elle était impraticable. Et on a fait toute sa carrière, elle nous l'a bien rendue, c'était une drôle de jument. Dernièrement, on pourrait parler, comme j'ai welcome the fact, d'un autre produit de Prodigious, c'est Jéroboam d'érable. Jéroboam, quel cheval, au début, c'est David qui s'en occupait, et il finit sa carrière de jockey. Et naturellement, comment se fait la transition? Pourquoi? Alors vous, on connaît comment ça s'est fait? Déjà, ça s'est fait, je sais pas, c'est Toto, il avait ça dans la tête, je pense. Ouais. Il s'est dit j'arrête, mais il a dû dire à Olivier, il y a une condition, que ça soit Damien qui le monte. Je sais pas, il voulait que je le monte. Ouais. Et c'est exceptionnel parce que moi, Toto, c'est mon ami depuis tout le temps. Quand il m'a dit, et il l'a toujours dit que c'était un crack. Moi, je sais ce qu'il me disait, mais sauf qu'en piste, ça se passait pas encore comme il voulait. Mais motoirement, il a toujours été crack pour lui, je le sais. D'un point de vue, on va dire, grand public, il y a ce passage où vous n'avez plus parlé à la presse parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avant un départ de course. Vous étiez favori, écrasé d'argent, c'est aussi la réalité. Et on vous avait fait pas mal le reproche parce que le cheval, ça n'allait pas trop. Il y avait un petit... Comment vous vivez ce moment-là? Comment ça se passe avec David, avec Clément?
Bah, nous, on le vit mal parce qu'on ne sait pas ce qu'a le cheval. Une fois chaud, c'est mieux. Moi, je prends la décision de courir. On prend tous la décision de courir, donc on a fait sûrement une erreur, on le sait. Mais bon, quand vous vous faites lyncher après avec Idia, faut se dire qu'après, il y a des propriétaires quand même derrière. Imaginez si le propriétaire, si c'est un, je sais pas qui, il entend ça, il l'enlève. Le cheval, il gagne aujourd'hui toutes ses courses, il est haut de parc chez Toto, quoi. Donc c'est un peu ça, donc faut faire attention. Puis nous, on n'était pas fiers de nous, surtout qu'on ne savait pas ce qu'avait le cheval. Ouais. Il volait 2 jours avant. La preuve, c'était une entorse du genou, fallait déjà la trouver. Hein. Ouais. Mais quand vous vivez avec vos cracks et que vous vous faites lyncher comme ça en direct, franchement, faut pas faire ça. Ouais. Quelque part, vous répondez ou pas, mais vous regrettez pas? Si c'était à refaire, vous referez pareil? Ah oui, oui, oui. J'en vois tous les jours faire des commentaires à ma scène, ils boitent plus que Jéroboam. Hein. Et on dit rien. C'est parce que là, vous êtes favori d'un groupe 1. Tout le monde cause, voilà, des coups, il faut savoir se taire. Qu'est-ce qui vous a fait revenir publiquement au micro d'Equidia, à la presse? Il y a eu quelque chose? Disons que j'ai marqué le coup, et puis c'est surtout, je suis ami avec Sylvain Roubaud, et puis quand je l'ai au téléphone, il me dit « Fais-moi plaisir, si tu gagnes tantôt, tu reparles ?» Je lui dis « Ok ». Et j'ai gagné pour moi, et donc j'ai tenu ma promesse, j'ai dit « Je repose ». Vous êtes donc, on va dire, au premier plan. On vous connaît parfaitement en tant que jockey, connu, reconnu, mais en qualité d'entraîneur, vous allez avoir l'opportunité d'avoir de nouveaux propriétaires. En l'image de Yannick Desmet, en l'image de l'écurie Saint-Martin, vous avez ces nouvelles Kazakhs qui arrivent finalement dans vos box. J'imagine que c'est pour vous là aussi un sentiment de fierté de représenter, d'avoir la confiance de ces gens-là. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est même pas une question de fierté, c'est surtout merci à eux de me causer la confiance de ces gens-là. Ça vous met du bon au cœur et ça vous donne l'envie de vous lever et d'avoir du résultat. On pense à Aero Cibé par exemple qui a fait des choses de dingue et qui t'as fait quasiment un des fers de lance de votre écurie. Hein. Motoirement parlant, il y a quelqu'un. Aero Cibé, j'ai toujours dit qu'il gazait et comme l'écurie Hunter Valley me l'avait retiré et puis là il passe aux ventes. J'ai dit à Yannick, il y a une affaire à faire, il faut racheter Aero Cibé. Mais je dis par contre, j'ai pas l'oseille à mettre beaucoup moi. Il me dit on va faire moite-moite, laisse-moi faire. Et il l'a acheté 32 000 €, on l'a acheté tous les deux, donc il faut mieux être à deux sur une belle affaire que de la laisser passer. Hein. Évidemment. On pense... Il y avait Joël Allais contre nous. Ah bah tiens. Il l'a monté jusqu'à 30, Joël, et 32 nous. Il dit tiens, on se rend compte. Et vous l'avez su, vous levez la main face à face? Je l'ai su, non, il me l'a dit longtemps après, mais je l'ai su qu'après. On pourrait penser à Joker Batman, un cheval, c'est Garato qui là aussi vous donne la possibilité, si le qualifie. L'écurie Saint-Martin, ça s'est fait quand même merci à Sébastien Garato parce que il m'a toujours envoyé des chevaux montés tout le temps et dans le lot il y a eu des goutiers et puis il y a eu un peu de résultats et c'est comme ça que Monsieur Patin m'a envoyé quelques chevaux après. 2026 arrive, Damien, vous avez 38 ans. Audrey, elle vous pousse à continuer, hein, j'ai l'impression, sous la selle. Elle demande encore, entre guillemets. Vous, comment vous vous sentez physiquement? Comment vous voyez les choses? Bah, disons que je vieillis, hein, j'ai 38 ans, je fais 1m80, je prends du poids. Ouais. C'est dur mentalement parce que j'ai pas monté de l'année, j'avais rien à monter. Sauf que fallait se maintenir pour arriver au meeting d'hiver là, et monter mes cracks. Ouais. Donc c'est dur mentalement, c'est tout. On aurait pu penser que Jéroboam puisse être le dernier bon cheval monté que vous avez monté durant votre carrière, celui qui va terminer Damien Bonne sous la selle. Mais en fait non, ça s'arrête jamais avec vous en fait, c'est un peu ce que j'ai l'impression. Moustique Lagovelle, expliquez-nous. Comme dit William Bijon, des Beaunes, on le croit mort, il se relève toujours. C'est fou. Mais là, il a pas tort. Vous tombez sur ce cheval-là. Vous êtes jockey, vous êtes entraîneur, vous êtes copropriétaire, vous êtes co-éleveur. Vous jouez toutes les cartes, vous connaissez le cheval par cœur. On pense à Kiki forcément.
comment se fait l'histoire. Donc il faut savoir que c'est un fils de discours joyeux. On se dit, bah tiens, tel saillie, ça va se faire comme ci, comme ça. Il y a une histoire avec la mère. On commence avec la mère, ça vous va? City Girl, c'est ça? Qui est chez Yves Dreux, que là aussi vous connaissez. Bah oui. Si vous voulez, je cours à réclamer un jour à Vincennes et j'entends Yves Dreux, retirez-vous, distancé. Donc je regarde à droite, je le vois en dehors des balustrades. Y enrainé, gros de gaz. Et puis dans la ligne d'arrivée, donc moi je lutte je crois que je suis 4 dans cette course-là. Et je regarde à ma droite, je vois Y encore, tout en dehors des balustrades, plein gaz. Je me suis dit, on a gaz quand même ce jument. Et j'ai dit à Audrey, on va essayer de mettre un bulletin, on va essayer de l'acheter. Et là je croise Y, et lui, pour Y qui est un ami, il me dit, Damien, garde tes sous, donc pour mon bien, n'achète C'est surtout pas ça. Je l'ai essayé monter, elle va pas. Bon, bah, j'écoute Y, on met pas de bulletin. Et puis, dans la nuit, je me réveille, j'y repense, j'ai dit, elle me plaît quand même. Et un mercredi matin, Et un vous mercredi, débarquez. peut-être 8-10 jours après, je rappelle Y. Et je dis, est-ce que mercredi matin, je peux venir trotter la jument si tu es encore vendeur? Elle me dit, tu viens, je te la vends le même prix et surtout, tu restes manger avec moi. J'ai été trotter la jument elle m'a plu. Alors là, vous allez un peu vite. Parce que au moment où vous partez en piste, vous demandez l'enraînement à un endroit bien précis. Yves Dreux fait des bonds derrière en disant ça ne va pas aller, Damien, tu vas voir, ne fais surtout pas ça. Et vous demandez, alors, Olad qui est là, mets-lui sous la gorge, c'est ça, quelque chose comme ça? Disons, Y, il l'enraînait dur parce que c'était une jument montée. Et moi, j'avais dans la tête de la mettre sans enraînement. Et je dis au gars d'Y, coince-moi l'enraînement dans la sous-gorge. Je lui dis, ne l'enraîne pas. Et là, Y, il dit, Damien, je te préviens, hein, tu vas faire que des fautes. Hein. J'ai dit, t'occupe pas, Y. Et là, d'un coup, je fais un bout et a volé la jument. Et Y a vu tout de suite que ça allait aller. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, Damien, j'ai vu, bravo. Il me dit, ça va aller. Et il m'a dit, une parole, elle est vendue, quoi, elle est à toi. C'est fair play de sa part aussi, non? Ah oui. Quelque part. Parce que vous tapez dans la main et il voit très bien ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu. Et il a une parole, c'est comme ça, c'est dit. Et je le remercie d'ailleurs. Derrière, l'histoire, elle est rentable pour vous. Elle gagne des courses. Mais en fait, ce qu'elle va vous offrir de plus beau, c'est Moustique la Govelle. Bah oui, c'est là que c'est incroyable. Donc on a la jument avec Kiki, la baie. Et puis d'un coup, on n'a pas de chevaux, donc la jument broque, une tendinite. Ouais. On se dit, on la garde comme mère, parce que d'un coup, quand j'en parle à Y, il me dit, tu vas voir, hein, c'est de la souche à balou, c'est bien né. Hein. Il me dit, garde-la comme mère. Et puis, moi, j'ai une saillie tous les ans de discours offert par la famille Rosé, que je remercie au passage. Et je dis à Kiki, je te mets la saillie, et j'ai une saillie de discours joyeux, il est très bien né. Ça va pas nous coûter très cher, et on verra bien si la jument reproduit. Et puis ça nous fait ce fameux moustique. Que vous élevez, que vous voyez grandir, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Qu'est-ce qui fait que... Parce que de suite, vous faites partie de ceux, pour avoir un peu entendu, vous avez dit, là, j'ai quelque chose. Si vous voulez, les 2 premières femelles n'étaient pas bonnes du tout, donc vous voyez bien qu'on les appelait Kiki, ben, ça va pas. Et là, le premier mâle, aussitôt, il était doué et puis de la beauté, quoi, puis dur surtout. Vous pouvez me raconter le groupe 1, la course? Vous êtes dans votre bulle, vous revenez du hit, qu'est-ce que vous vous dites? Ah bah le hit, je me suis dit là tiens, t'es reine, j'étais vraiment bien assis et j'ai passé le bas là-bas de Vincennes, là. Stop. J'ai dit, je peux réaliser un numéro maintenant. Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je vais battre le Sim, le Mathieu Mottier? Vous posez plein de questions. Ouais. Mais je me suis dit, s'il fait sa course, je vais en doubler plus d'un quand même. Et la question qu'on se pose, parce qu'après le poteau, vous dites, ouais, le piquant à gauche, on vous entend, le piquant à gauche. On se dit que si vous l'avez pas, peut-être que vous gagnez encore mieux. Ah oui, ça c'est sûr. Quand vous montez un cheval pendant 1500 mètres qu'avec une reine, c'est long. Ouais. Et je l'ai rendu qu'entre une ligne droite et j'ai dit vas-y, pousse à droite, mais avance. Et là, il a pris un départ. Et toute la course, sur le coup, vous pensez presque à votre erreur en fait? Et je m'en voulais. Ouais. Je m'en voulais personnellement.
Mais bon, le principal, c'est qu'on ne l'ait pas perdu et qu'il fait ça bien quand même. Et je pense que j'ai monté à contre-courant. Je suis venu en montant au moment que ça allait plus vite. Mais bon, comme quoi que c'est les chevaux qui vous rattrapent quand ils sont bons, ils sont bons. Vous pensez que ça peut faire un cheval d'avenir? Mm. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être la suite de son programme pour lui? Casquette de président? Ouais, j'ai ça en tête. Ouais. À moi de. Maintenant, c'est moi l'entraîneur. À moi de pas tout courir monter, de le casser. Maintenant, on sait qu'il va monter. Ouais. À nous de viser les belles et de le faire vieillir. Maintenant, on croise les doigts. On a vu un copropriétaire heureux, très heureux même. C'est important dans une équipe d'avoir des gens comme ça aussi, qui vivent la chose, qui pleurent aussi. Je dis pas qu'il faut pleurer à tous les voyages, mais on a senti quelqu'un d'ému et j'ai senti que ça vous a fait plaisir. Oui, là, en début de meeting, là, j'ai fait gagner presque tous mes propriétaires. Ouais. Et les 3/4, c'est des amis qui me laissent faire tout vraiment comme je le sens. C'est un peu ce que j'aime. Hein. J'aime pas avoir la pression. Ouais. J'aime pas avoir d'ordre. Je suis un peu un cas. Et eux, ils me connaissent. De toute façon, ils me prennent comme je suis. Hein. Sinon, ça le fait pas. Kiki, il me connaît. Je lui ai dit depuis le début qu'on a un bon cheval. J'ai dit maintenant, tu me laisses faire. Et là, il est récompensé. Hein. Le gars, il fait les chèques tous les mois et sans poser de questions. Bon, il faut du résultat un peu. Hein. Il a déjà gagné attelé avant le meeting. Mais déjà, il gagnait bien. Et moi, je sais qu'au fond de moi, ça peut être encore mieux, quoi. Mais là, c'est le top, là. Ah, c'est le Graal. Ouais. Vous avez passé une super soirée derrière avec lui. C'est des moments inoubliables. Ah bah oui, on n'en gagnera peut-être jamais un, on ne sait pas. Hein. Attention, il ne faut pas croire qu'on va en gagner. Déjà, vous savourez celui-là, il est gagné. Gagner un prix de Vincennes, c'est pas donné à tout le monde. Et nous, on l'a gagné. On parle de la jeunesse, de vos deux enfants justement, 13 ans et 10 ans. Vos petits soldats qui, tous les jours, pensent chevaux, pensent course, ils pensent écurie. Ils sont déjà là vraiment avec vous, quoi. Ils vous accompagnent tous les jours. Ouais, ils sont vraiment dedans. Louis veut partir à Greg l'année prochaine, là, mais on n'y est pas, on verra ça. Il est mordu, il connaît les origines par cœur. Il est mordu. Les deux travaillent à monter, atteler. Vous voyez un peu dans les deux ou pas? Ah oui, pour l'instant, les deux, ils sont différents, mais les deux sont dedans. Pour l'instant, ils sont pas immobiles. Maintenant, faut que tout aille dans l'ordre. Hein. Faut pas brûler les étapes. Après. Vous disiez le travail, l'envie de bien faire et un peu de talent. Bah oui, voilà. Imaginez, ils sont pas bons, ils vont être malheureux. Hein. Faut être bons. Faut qu'ils apprennent dans l'ordre. Je voudrais qu'ils aillent, comme j'ai fait un peu 5-6 mois à droite à gauche. Qu'ils restent pas cantonnés qu'à la méthode d'Alain Bonne. Bah non. Allez voir ailleurs. C'est important. Non, je veux qu'ils aillent à droite à gauche, qu'ils voient et puis après ils font à leur idée. On va passer à un dernier temps de cette très belle interview. Je vous en remercie encore. Le 12 juin 2025, vous êtes présent sur l'hipporome de Laval. Une date un peu particulière, un prix un peu particulier. C'est le prix Michel Bonne de votre père, qui est malheureusement disparu. Vous gagnez avec Jen Cash. Ce jour-là, vous la gagnez tout seul, bras levés au passage du poteau. C'est une date, c'est une course importante pour vous, ça? Ah bah oui, c'est même pas une course importante. Oui, c'est. Il n'y a pas de mots. Hein, J'étais au de part, quoi. Entre une ligne droite, j'arrivais même plus à tenir mes rênes tellement j'avais plus de force. Je souhaite ça à personne parce qu'évidemment c'est beau, mais réellement quand vous courez une course, déjà je remercie Seb parce qu'il aurait pu très bien mener il vous a laissé sa place. C'est un ami, il aurait pu très bien mener sa jument. Là il me l'a laissé parce que c'était le prix de mon père et c'est grandiose, toute la famille était là donc c'est un bel hommage à lui. Au passage du poteau, vous êtes ailleurs? Bah, vous pleurez, Je suis là grâce à lui quand même, donc dur quoi. Et quelque part,
c'est lui rendre hommage de la plus belle des manières aussi. Faut le voir aussi comme ça. Bah oui. Non, je sais qu'il est fier de moi. Mais d'avoir gagné son premier prix, ouais, c'est énorme. Merci beaucoup Damien. De rien. Allez, tout de suite Damien, on va passer à notre dernier passage, le dernier entretien. C'est la bonne question, dos à dos avec vous et des réponses du tac au tac. Un dimanche aux courses ou un dimanche à la chasse? Aux courses. Quel métier auriez-vous aimé faire à part le vôtre? Mécanicien. Votre piste préférée? Vincennes. Si tout de suite vous êtes élu à la place de Monsieur Barjon, votre première mesure? Réveiller le PMU. Y a-t-il un objet qui ne vous quitte jamais? Un objet qui ne me quitte jamais. Mon portable. Justement, votre portable, le fond d'écran, photo familiale, un cheval? Mes enfants. Bonne réponse. En vacances, plutôt mer ou montagne? Montagne. Votre jockey préféré et votre driver préféré? Toto. Damien Bonne, un impulsif au grand cœur? On valide? Oui. Votre plus grand échec? Le plus grand échec. Je passe. Pouvez-vous dire que vous avez réussi votre vie et réussi dans la vie? Oui. Votre meilleur ami? Toto. Et enfin, allumer le feu ou l'envie? Allumer le feu. C'est pour vous, c'est cadeau. Merci.